Salut les amis. Bon, aujourd'hui on va faire cette vidéo pour parler un peu de l'aspect ondulateur de la lumière. Parce que la lumière, d'après les expériences menées, la lumière a deux aspects. La première c'est l'aspect ondulatoire et on fera une autre vidéo pour parler de son aspect corpusculaire. Bon, l'aspect ondulateur de la lumière. Bon, pour le moment, on va, pour le cas de l'expérience de Young, je vous laisse le soin de consulter le bord de la collection de principe pour voir le chemin et les résultats établis par rapport à ça. Bon, ici on va directement passer au cas de l'établissement de la différence de marche d'un rayon lumineux, mais cependant j'aimerais qu'on construise un peu le chemin ensemble, histoire d'expliquer au fur et à mesure. Bon, ici par exemple, dans le cas de la lumière, comme vous l'avez vu en cours, ici, on a une forme, on a une source principale qu'on note grand F. Et on va noter comme ça. Ça, c'est la source principale. Maintenant, à une distance de la source principale, qu'on note généralement petit d, il y a deux sources secondaires. Ok, les sources secondaires. La distance totale entre les sources secondaires, c'est petit a. Vu que les sources secondaires sont équidistantes, on va diviser cette distance en deux. En haut, ça sera petit a sur 2 et en bas, ça sera petit a sur 2. Ok. Maintenant, à une distance de celle-ci, on place un écran. On va placer un écran ici. Ok. Donc ça, c'est l'écran E. Ça, c'est la première fente F1, la deuxième. Ok. Bon, qu'est-ce qui se passe en fait? Ici, je vais d'abord faire l'effort de construire la marche du rayon lumineux. Donc ici, la fente principale ici. Lorsqu'un rayon lumineux est mis à passer la fente sous ceci là, ça fait ça. Et il précise qu'il faut toujours préciser le centre de propagation de la lumière. Ok. Et ici, ça fait ça. Ok. Bon, ici là, en fait, en classe, généralement, les professeurs étudient l'interférence en un point quelconque. Le point quelconque, on peut le mettre soit ici, soit en bas, soit en haut. Donc, on va le choisir où on veut. Donc, en faisant, quand le rayon lumineux arrive ici là, ça crée une diffusion. Ça va créer une diffusion lumineuse parce que la source ici est très fine. Mais on va étudier juste le cas d'un seul parcours, comme ça. On va étudier sur ce cas-ci. Et le rayon lumineux ici, là, je mets ça comme ça. Ok. Maintenant, il va appeler ce point ici le point M. Bon, vous allez un peu m'aider à établir, à définir quelques règles ici, là. Premièrement, ici, là, les deux ici sont séparés d'une distance D, petit d. Les deux sont séparés d'une distance grand D. Maintenant, ici, on va supposer que le point M est situé à une distance X. Ok, ici, on va définir. En fait, vous pouvez définir votre repère soit ici, donc c'est à votre choix. Bon, ici, on définit le repère ici, là. Un repère, c'est quoi? Un repère, c'est une base à laquelle on a associé un point fixe. Notre point fixe, on va l'appeler grand O. Donc ici, je mets juste petit I. Ici, je mets juste petit J. C'est à peu près ça. Bon, ok. On va maintenant calculer la différence de marge. Bon, on va présent calculer la différence de marge. Bon, comme son nom l'indique, la différence de marge, c'est la différence entre les distances parcourues par les deux rayons lumineux issus des deux sources. Et comme c'est une distance, on va se débrouiller à ce que ce soit positif. C'est-à-dire, on va faire la distance la plus grande moins la distance la plus petite. Donc, la distance parcourue, écoutez bien, la distance parcourue par la lumière lors de sa marche dans ce sens-ci. C'est ça qu'on appelle ça différence de marche. Donc ici, marche comme la distance parcourue par un être humain en marchant. Donc ici, d'ici à ici, ça va faire F2 plus F2M. Ça, c'est la distance parcourue par le rayon lumineux dans ce sens ici. Et donc, la distance parcourue par le rayon lumineux issue de F et allant dans le sens de F1, c'est ça.
Maintenant, on voit clairement que, vu que les deux distances sont pareilles, et vu qu'on a choisi de placer notre point M en haut, qu'on aurait aussi pu placer en bas pour faire une étude générale, ça n'aura rien changé. On remarque clairement que la distance d'en bas est plus grande. Donc, pour calculer la distance de marche et qu'il y ait une distance qui doit être positive, je vais faire quoi? Je vais simplement prendre d'abord la distance d'en bas et là, il soustrait la distance d'en haut. Dans la distance de marche qu'on nous diamant des temps en classe terminale, c'est la distance d'en bas au total qui est F de F à F2 plus de F2 à M moins de F à F1 plus de F1 à M. Bon, qu'est-ce que j'essaie? J'essaie ici là que les deux distances ici, vu que les sources secondaires sont situées à la même distance de la source principale, les deux distances ici ont la même valeur. Donc ça veut dire que FF2 égale à FF1, c'est qu'il va rester F2M moins F1M, virgule car FF2 égale à FF1. Ok, bon, le plus intéressant ici maintenant, c'est de calculer ça. Mais le point, c'est que calculer ça n'est pas vraiment évident. C'est pour ça qu'on va passer par certaines approximations et certains calculs. Mais ce qu'on ne vous dit pas en classe, en fait, c'est que tout ce qu'on fait ici, là, c'est la classe de troisième, en fait. C'est la classe de troisième. Donc, vous pouvez facilement enseigner ce chapitre-ci, la plupart des parties ici, à un élève de classe de troisième, il va totalement comprendre. Il suffit juste de ne pas lui dire que c'est un cours de classe terminale. Pour qu'il ait l'ouverture d'esprit qu'il peut comprendre, c'est tout. Vous pouvez enseigner ça à un enfant de classe de troisième. Ce qui va se passer ici, c'est quoi? C'est que on va définir juste, on a défini le repère. Donc on va juste donner les coordonnées de chaque point. Et grâce aux coordonnées de chaque point, on va calculer les distances. Particulièrement ces distances ici au tableau. Donc vous allez un peu m'aider. Commençons par le F ne nous aide pas, vu qu'on a travaillé ici, on a supposé les deux distances à la même valeur. Donc les distances qui nous intéressent, c'est F2M et F1M. Donc commençons même par F1, allons dans l'ordre. Voici notre repère ici. Là. Voici le repère. Je précise, voici le repère. Donc conclusion, tous les points qui sont situés ici là, sont situés à gauche du repère. Cependant, vous aurez aussi pu orienter là, c'est les I de l'autre côté. Ça n'aurait rien changé. Ok, c'est un repère que vous définissez pour pouvoir calculer vos distances, c'est tout. Maintenant, ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, là, il est situé à gauche du repère, c'est que son abscisse est négative. Il est situé en haut de l'axe d'abscisse, c'est que son ordonnée est positive. Ok, est positive. Donc ici, F, l'abscisse, ça va donner quoi? Ça va donner moins grand D, et l'ordonnée, ça va donner A sur 2. Et F2. F2 est situé en bas de l'axe d'abscisse à gauche. Donc, son abscisse, son ordonnée seront négatifs. Donc, son abscisse va donner, est situé à moins grand D sur l'axe des abscisses. Et comme c'est en bas, c'est situé à moins A sur 2 sur l'axe des ordonnées. Maintenant, on a le point M. Pourquoi on a le point M? Parce que le point M est intérieur aussi ici. Donc, on a M qui a pour coordonnées son abscisse. Regardez, notez bien que M est sur l'axe des ordonnées parce que ça, l'axe c'est I. Donc, l'axe des ordonnées, son abscisse est nul. Je vais mettre 0. Et son ordonnée, on a dit que c'est situé à une distance X de l'axe des abscisses. Donc, voilà ça. Ça, ce sont les coordonnées des différents points. Maintenant, nous sommes en classe de troisième. On va juste calculer les coordonnées des vecteurs et les distances. Et voir comment exploiter ça pour définir la différence de marge. Donc, par exemple, ici, je vais calculer le vecteur F1M et le vecteur F2M. Mais je crois qu'on pourrait facilement calculer ça directement. Donc, vous allez un peu m'aider, on va calculer ça directement. Ça va faire F1M au carré. On sait que la formule de classe de troisième, c'est quoi? C'est que si on a un vecteur U, de coordonnées X, Y, alors la norme de U est simplement égale à la racine carrée de X carré plus Y carré. Ça veut dire que sa norme au carré, c'est qui va dire que sa norme au carré, U vecteur au carré, égale à X carré plus Y carré. Et c'est ce que j'ai fait ici là. Donc F1M au carré, ça sera simplement égal à son abscisse au carré puis son ordonnée au carré. Donc l'abscisse au carré, c'est la différence des abscisses des deux points. Donc c'est l'abscisse de M moins l'abscisse de F1. Bon, l'abscisse de M, c'est 0, moins l'abscisse de F1, moins D. Donc ça va faire D au carré. Plus l'ordonnée de MX, moins l'ordonnée de M A sur 2, le tout au carré. Et c'est fini. Maintenant, on va écrire aussi F de M
au carré, qui sera égal à quoi? Qui sera égal à son abscisse. L'abscisse de m moins ça va faire d au carré plus l'ordonnée. L'ordonnée de m, x, moins l'ordonnée de ça va faire moins fois moins, ça va faire plus h de tout au carré. Ok, bon, comment est-ce qu'on fait pour. On exprime ces formules ici pour calculer ça. Premièrement, je remarque que si tu travailles avec f de m ou ça avec f1m, parce que j'aurai affaire aux racines carrées, ce qui ne m'aidera pas vraiment. Donc, les racines carrées ici, là, grâce aux racines carrées, vous allez trouver une formule qui est juste, mais qui n'est pas facilement maniable. C'est ça le problème. Donc, par exemple, f de m va donner la racine carrée de tout ça, moins la racine carrée de tout ça, pour trouver delta. La différence, c'est le marge. Mais à quoi est-ce qu'une formule pareille va vous aider? Donc, c'est pour ça qu'ici en physique, on passe par certains procédés et certaines approximations pour trouver une formule qu'on pourra facilement exploiter pour établir certains résultats par la suite. C'est tout. Donc, ici, par exemple, on rentre en classe de quatrième. On utilise la formule de la factorisation qui normalement ne devrait pas être appelée a carré moins b carré égale à a moins b facteur de a plus b. Donc, je viens ici, carré moins f1m carré. Bon, f de m carré moins f1m carré. Simplement, f de m carré, c'est quoi? C'est ceci. On va faire ça moins ça. Et en observant que les deux valeurs ici sont égales, ça va donner la différence seulement de ceci. Donc, ça va faire x plus h2 au carré moins x moins h2 au carré. Et en utilisant la formule d'en haut, on se rend compte que c'est x plus h2 au carré moins x, non, c'est a moins b facteur de a plus b. Ok. Et ici, en observant de près, on se rend compte que ça va donner a. Fois, ici en observant de près, on se rend compte que ça va donner 2x. Fois 2x. Donc c'est ça la différence. C'est ça, c'est la différence c'est le carré ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser le fait que, on va réutiliser la formule ci, mais toujours sur l'expression ci, mais sans calculer avec des approximations, avec les valeurs qu'on a en haut. Donc on va utiliser f2 m carré moins f1 m carré égale à f2m moins f1m qui correspond à notre différence de marge qu'on cherche facteur de f2m plus f1m. Bon, il a noté que ça là c'est delta. Donc il va dire f2m moins f1m qui en fait correspond à notre différence de marge pour f2m carré moins f1m carré sur f2m plus f1m. Ok, c'est tout. Maintenant, on va juste remarquer qu'en fait, f2m plus f1m, on va approximer chacune des deux distances ici à la distance petit d. Et maintenant, on va supposer que la somme donne 2 fois grand d. Donc, on va approximer, donc on va supposer que f2m est censé à f1m qui est censé à grand d. Donc ça veut dire que cette somme-ci donne 2 fois grand d, d'où on aura une différence de marge. Et ce calcul ici, on l'avait initialement fait ici. Ça donne 2ax divisé par. Donc on approxime le fait que la somme des deux ici donne 2 fois grand d. 2 fois grand d. Donc ça fait ax sur d. Donc la différence de marge correspond à ax sur d. Ok. A, c'est la différence entre les deux sources secondaires, la distance totale entre les deux sources secondaires. X, c'est la distance, c'est la position du point M sur l'écran. Et D, c'est la distance entre le plan passant par les sources secondaires et l'écran. Donc, c'est ça l'expression de la différence de marge. Et c'est une expression que n'importe quel enfant devrait retenir. Je pense que pour les enfants de terminale D, généralement établir la formule, mais on leur demande jamais de l'établir à l'examen. Donc, ils doivent simplement retenir l'expression. Un élève de terminale C doit à tout prix connaître ça. Maintenant, on va aborder les notions des positions des franges brillantes, des positions des franges sombres. Donc, on sait que lorsqu'il y a une interférence, lorsqu'il y a une interférence sur l'écran, on observe une alternance de franges brillantes et sombres. Donc, la première frange est une frange brillante.
Voilà, c'est-à-dire la frange centrale, la frange à la position qui est égale à 0. Mais cependant, comment est-ce qu'on pourrait trouver les positions de toutes les franges brillantes et de toutes les franges sombres grâce à notre expression de la différence de marge qu'on a établie tout à l'heure? Ok, pour les franges brillantes, ok, pour les franges brillantes, leur différence de marge est proportionnelle à la longueur d'onde, c'est tout. Et sachant ici que K c'est un entier relatif. Donc c'est simplement ça. Donc pour les franges brillantes, pour les franges brillantes, leur différence de marge est proportionnelle à la longueur d'onde. K est un entier relatif. Qu'est-ce qui va se passer ici là? On a établi la formule de la différence de marge tout à l'heure. On a dit que c'était AX sur grand D. Si AX sur grand D égale à K lambda. Maintenant, le problème c'est qu'on remarque que en fonction de la valeur de K, l'expression du membre de gauche va changer. C'est pour ça que à chaque expression du membre de gauche, sachant que A et grand D sont constants, ce qui change en fait, ce qui va changer pour équilibrer, c'est X. Donc c'est pour ça qu'on va appeler ça XK. Parce que pour un K, on va obtenir un XK particulier. Donc qu'est-ce qui se passe? Ici, la limite qu'à tirer X qui est la position, parce que tout à l'heure, on a dit que X était la position du point M sur l'écran. Donc la position du point M sur l'écran, qui est XK, c'est simplement égal à dk lambda. Vous savez écrit k lambda grand D divisé par A. Virgule k appartenant à R. C'est tout. Voilà la position. Voilà la position de toutes les franges brillantes que tu pourras observer sur l'écran. Et pour la frange centrale, on est à remplacer k par 0. Quand vous remplacez k par 0, vous obtenez x0 égale à 0. C'est la position de la première frange brillante. Maintenant, pour les franges obscures, ok, qu'est-ce qui se passe? Pour les franges obscures, la différence de marche est demi-proportionnelle. J'explique. Pour les franges brillantes, la différence de marche était K fois lambda. K est un entier relatif. Donc 1, 2, moins 8. Ok. Maintenant, pour les franges obscures, ça sera K plus une demi-fois. Donc par exemple, 2,5, 11,5, moins 8,5. C'est un peu ça. Donc je vais d'abord écrire la formule de base et ensuite on va essayer de l'écrire comme la formule qu'on vous a donnée en cours. Donc la formule de base c'est quoi? Que la différence de marge doit être égale à un entier relatif plus un demi. Tout ça fois lambda. J'explique. L'entier relatif, quand on dit 7,5, 7,5 c'est 7 plus demi. Le 7 correspond au K, qui est bien un entier relatif, mais on ajoute un demi, c'est tout. Maintenant, pour que la formule-ci soit belle, on va factoriser l'intérieur par un demi. Donc en factorisant l'intérieur par un demi, ça va donner 2K plus 1. Et le 1 demi sort, ça vient trouver lambda dehors. On peut dire ici que K, c'est un entier relatif. Voici la formule qu'on vous a donnée en cours. Mais celle-ci n'est pas différente de celle-ci. On vous donne la formule-ci généralement parce qu'elle est un peu plus belle et un peu plus astucieuse à utiliser, c'est tout. Sinon, cette formule-ci est totalement valable. Mathématiquement, c'est la même chose. Donc, mais il faut comprendre l'intuition qu'il y a derrière. Dans qu'est-ce qui se passe ici là? Lorsque j'ai les franges brillantes et que j'ai les franges sombres, notez bien, regardez bien, il y a quelque chose que vous avez loupé certainement. En fait, ici là, j'ai défini quoi? J'ai défini une frange brillante comme étant égale à la différence de marche fois k fois qui est égale à k fois lambda. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a la différence de marche et la longueur d'onde et que j'ai fait un rapport, ça va donner le cas-ci, qui sera un entier relatif. Par exemple, 5, 50, 100, 13, ok, moins 8, moins 13. Mais si j'ai défini une frange obscure comme étant égale à comme par définition que la différence de marche est égale à un demi entier pour la longueur d'onde. Donc, conclusion, pour une frange obscure, en fait, ça, si je fais le rapport delta sur P, ça va me donner quoi? Ça va me donner un demi entier, par exemple 7,5, 21,5, moins 13,5. Donc, conclusion, on peut utiliser cette caractéristique-là pour donc caractériser les franges, qu'elles soient brillantes ou sombres. Si vous avez la différence de marche et vous avez la longueur d'onde, vous pouvez calculer un rapport. Si ce rapport-là est
un nombre relatif, entier relatif, vous dites qu'il s'agit d'une frange brillante. Si c'est un demi-entier relatif, vous dites qu'il s'agit d'une frange sombre. Et cette quantité-là, on appelle ça l'ordre. Cette quantité-là, on appelle ça l'ordre des franges. Bon, l'ordre des franges ici, l'ordre des franges, c'est quoi? On va la noter petit p. Et on a dit que petit p c'est égal à quoi? C'était égal à, vous tirez juste le k ou le k plus 1,5. C'est égal à donc la différence de marge divisé par lambda. Donc, il sera entier pour les franges brillantes et demi-entier pour les franges sombres. C'est tout. C'est pas compliqué. Donc, on dit, dans la propriété principale de l'ordre des franges, c'est de caractériser les franges, qu'elles soient brillantes ou sombres. Maintenant, on va parler de l'interfrange. En fait, l'interfrange, c'est la distance qui sépare deux franges consécutives de même nature. Ok, le mot consécutif est extrêmement important, le mot même nature est extrêmement important. Bon, la même nature, ça veut dire quoi? Si vous voulez travailler les franges brillantes, travaillez les franges brillantes. Si vous voulez travailler les franges sombres, travaillez les franges sombres. Donc, l'interfrange, c'est quoi? L'interfrange, c'est la distance qui sépare deux franges consécutives. Par exemple, si je prends la frange d'ordre 4, je dois utiliser la frange d'ordre 5 ou la frange d'ordre 3 pour caractériser l'interfrange. Donc, deux franges consécutives. C'est un peu ça. Maintenant, dès qu'on connaît la formule, en fait, dès qu'on connaît l'intuition de ce cas, j'ai écrit la formule n'est pas vraiment compliquée. Donc, ici, là, vous devez d'abord choisir la nature des franges que vous voulez utiliser. Et je suis sûr que le professeur l'a fait en classe avec les franges brillantes. Donc, nous, ici, on va essayer d'établir le résultat avec les franges obscures. Mais notons qu'ici, on a omis de tirer la position. Parce qu'ici, on voulait la position. Donc, si vous arrivez ici, on va remplacer l'étape par AX sur D. Et je mets le petit k. J'ai expliqué pourquoi mettre le petit k tout à l'heure. On dit que ça donne 2k plus 1 lambda sur 2. Donc, c'est qu'on va dire que isk, c'est 2k plus 1 lambda d sur 2a. Ça c'est la position des différentes franges obscures. Ok, maintenant ici, là, on va utiliser cette position-ci pour définir l'interfrange. L'interfrange qu'on note petit i. Ok, donc petit i, c'est quoi? C'est la distance qui sépare deux franges de même nature. Mais ce qu'on ne vous dit pas en classe, c'est qu'en fait, vous pourrez tricher. Vous pouvez tricher. Donc, tricher revient à faire quoi? Bon, je ne vous conseille pas, mais ça donne un résultat juste. En fait, on pourrait faire comme ça, c'est même pas vraiment tricher. Je sais que c'est la distance qui sépare deux franges consécutives de même nature. Supposons qu'elle décide de travailler les franges, par exemple, les franges obscures ou les franges sombres. En fait, il suffirait juste que calcule la position entre la frange obscure de position 0, de remplacer le k par 0, et la frange obscure en position 1. C'est tout. Il n'y a même pas besoin d'utiliser la formule générale pour travailler avec deux ordres consécutifs, c'est-à-dire à l'ordre k et à l'ordre k plus 1. Mais bon, on va établir la formule en travaillant de façon générale, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Vous pouvez trouver x0 dans la position de la première frange obscure et ensuite en position de la deuxième frange obscure en descendant peut-être quelqu'un en temps x1. Donc en venant dans la formule, c'est en remplaçant k par 0 et après en remplaçant k par 1. Et ça vous permet d'établir le résultat. Mais ici, on va travailler le cas général. On va dire que c'est la position qui sépare deux franges consécutives de même nature. Isk plus 1 moins isk. Ou ça, isk moins isk moins 1. C'est la même chose. Bon, ici, par exemple, ça va donner 2. Ici, il faut noter que ça, c'est isk. Donc, à isk plus 1, k ici va revenir k plus 1. Donc, ça va donner 2 facteur de k plus 1 fois lambda grand d sur 2a moins 2k plus 1 fois lambda d sur 2a. Ok. Qui est à lambda grand d sur 2a, je mets en facteur. Ici, je multiplie, ça va donner 2k plus 3 au total. Ici, moins 2k moins 1. Ok, ça va donner lambda grand d sur 2a
facteur de 2, facteur de 2. Donc, qui donne lambda grand D sur A. Vous dites donc que l'interfrange, c'est la longueur d'onde multipliée par la distance entre le plan passant par les fentes secondaires et l'écran et la distance entre les franges secondaires. Donc voilà la formule de l'interfrange. Faites de façon générale avec les franges obscures. Cependant, vous pouvez utiliser le cas particulier. Vous pouvez facilement dire, tantôt vous pouvez dire que I c'est x1 moins x0. Ça va donner un résultat qui est juste. Par exemple, x1 ici, je viens ici en place k par 1. Ça me donne 3. Donc ça donne 3 fois lambda grand D sur 2A moins x0 en place k par 0. Ça donne lambda grand D sur 2A. Et comme ça, c'est ce facteur, comment on voit directement qu'en factorisant, ça donne 3 moins 1 qui donne 2, ça simplifie 2. Mais si vous observez bien, entre faire ça et faire ça, il n'y a pas vraiment. En fait, c'est la même chose qu'on fait. Donc, ça donne le même résultat. Ça donne encore lambda D sur A. Bon, ici là, on va étudier le cas des déplacements des franges par une lame en petit par une lame à face parallèle. Bon, qu'est-ce qui se passe? L'indice de réfraction de l'air, c'est 1. Pourquoi est-ce que c'est 1? Parce que c'est par rapport à la vitesse de la lumière dans l'air, dans le vide, qu'on définit celle d'un autre corps. Ça, oui. Bon, maintenant, ici, on va étudier le cas de déplacement des franges. Là, on va voir ce qui peut déplacer les franges d'un système d'interfrange ici sur l'écran. Maintenant, il y a plusieurs causes du déplacement d'un système de frange. Premièrement, on va étudier le cas de la cause par une lame à face parallèle. Bon, qu'est-ce qui se passe? On prend une lame à face parallèle qu'on interpose devant n'importe lequel des rayons, des rayons lumineux. Maintenant, par exemple, ici, là, si on dépose ça ici, qu'est-ce qui va se passer? Le trajet va s'allonger. Pourquoi est-ce que le trajet va s'allonger? Parce que la lumière va se diffracter. Donc il y aura. Parce que la lumière va se refracter. Donc il y aura une réfraction ici. La réfraction, c'est le coup de glace du premier. Donc c'est pas vraiment compliqué. Donc il y aura une réfraction ici. Lorsque la lumière se refracte, elle change de direction. Donc là, il définit la lumière, la réfraction comme le brusque changement de direction suivi par la lumière lorsqu'elle traverse la surface de séparation de deux milieux différents. Bon, qu'est-ce qui se passe ici là? Premièrement, on va utiliser une toute petite formule que j'aime bien, une formule de classe, je crois, de courant 1 ou point T2, c'est vitesse est égale à la distance sur le temps. C'est tout, simplement ça. En fait, tous les cours qu'on fait en classe de terminale, un enfant de classe de 3e ou de seconde s'en sortirait vraiment à 100%. Il suffirait juste de ne pas lui dire que c'est un cours de classe de terminale. Donc, c'est pas compliqué. Un enfant de classe de seconde C. Donc, vous prenez un enfant de classe à la fin de seconde C, il saute la première. Il arrive en terminale, il s'en sort. En tout cas, moi, il serait capable de lui enseigner à des sortes qui comprennent tout. Je n'aurais juste qu'à ne pas lui dire que c'est un cours de classe de terminale. Je lui dis que c'est un cours de classe de seconde C. Donc, de fin de seconde C. Et il va trouver. Donc, c'est pas compliqué. Tout ça sont les choses élémentaires qu'on utilise, les choses du primaire, les choses. En fait, c'est ça l'école, en fait. C'est une succession d'informations. Ça veut dire qu'un gars est bon en terminale parce qu'à chaque fois, il va aller en seconde, pêcher une petite formule, aller en troisième. En fait, la terminale, la physique terminale, c'est le premier, non pas un très grand lien. Non pas un très grand lien, à part des formules d'initiative et tout, mais bon. Un enfant de seconde C qui sait ce qu'il fait, il peut bien écrire la physique du terminal. Donc, par exemple, ici, ça, c'est une formule de classe de point en T2. Disons ça, vitesse égale à distance du temps, on voit ça au primaire. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? La lame à face parallèle est d'épaisseur petit e. Donc, son épaisseur, c'est petit e. Donc, il va appeler T ici comme étant le temps où la lumière fait pour traverser la lame ici. Là. Ok. Donc, ici, on va travailler un peu dans la lame. Ça veut dire que ça équivaut à dire quoi?
que la distance, que la vitesse que la lumière a dans la lame. La vitesse que la lumière a dans la lame n'est pas égale à la vitesse que la lumière a en dehors de la lame. En dehors de la lame, ici on est dans l'air. La vitesse de la lumière dans l'air, c'est la célérité de la lumière qui est égale à 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Mais à l'intérieur de la lame, vu que l'indice est différent, ça ne peut pas donner la même vitesse. Donc je vais appeler cette vitesse à petit v ici là. Maintenant, qu'est-ce que je fais ici là? Ça, je rappelle, ça c'est la formule de classe de commenter, mais j'ai encore rien fait. J'ai rien fait. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais écrire vitesse v. J'adapte ma formule en fonction de mon exercice. Donc v ici c'est la vitesse de la lumière dans la lame. Ok, est égal à d. D c'est la distance. Or la distance ici va correspondre à quoi? À l'épaisseur de la lame. L'épaisseur de la lame, je vais l'appeler petit e. C'est bon. Divisé par quoi? Divisé par le temps qu'il met pour traverser la lame en question. Je vais noter petit t. Donc ici là, si je vais tirer petit t, je vais dire petit t est égal à petit e divisé par v. Dans le cas de cette petite formule ici. Ok, parfait. Maintenant le problème c'est que pendant le temps que ça prend pour que le rayon lumineux s'y prend pour être diffracté ici à l'intérieur de la lame à face parallèle, le rayon lumineux s'y parcourt aussi une certaine distance qu'on va appeler E'. Ok, je rapplique la même formule ici. Je rapplique la même formule ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la même formule là peut s'écrire encore vitesse. Mais la vitesse ici, c'est la vitesse du rayon lumineux ici qui n'est plus dans la lame, mais qui est plus dans l'air. Donc c'est la célérité de la lumière. Pourquoi? Parce que ça sont les faisceaux, sont les rayons lumineux que je vais représenter comme ça. Donc ça sont les rayons lumineux. Et un rayon lumineux, c'est un rayon de lumière, donc formé des électrons. Donc en conclusion, sa célérité, c'est la célérité de la lumière. Donc là, ici, là, je veux adapter encore la formule ici. Donc je vais écrire plutôt C. Je vais expliquer pourquoi. Est égal à E'. E', c'est la distance parcourue par la lumière dans le vide, pendant le même temps où la lumière traverse la lame à face parallèle. Divisé par quoi? On a dit pendant le même temps. Donc le temps est identique, c'est petit t. Je viens ici, je tire le temps petit t. Petit t ici va me donner E' sur C. Ok, maintenant que je sais ça, j'ai deux petites formules ici. Donc je vais faire le rapport. Je vais appeler ça 1, je vais appeler ça 2. Donc je vais calculer un peu 1 sur 2. Le rapport 1 sur 2 sera équivalent à quoi? À gauche, on aura t sur t qui sera égal à E sur V divisé par E' sur C. Ok, ça je vais encore l'écrire autrement. Je vais l'écrire E sur E' fois C sur V. Ok, bon, il faut noter, écoutez bien, sincèrement, on n'est pas vraiment besoin de retenir les formules. On n'est pas besoin de le faire. C'est quoi l'indice d'un milieu? L'indice d'un milieu, bon, j'ai même pas besoin de savoir vraiment ce que c'est. Bon, regardez par exemple, je sais que l'indice d'un milieu, c'est le rapport entre deux vitesses. Donc la vitesse de la lumière, bon, peut-être dans le milieu là et dans le vide. Je sais qu'il y a le vide sur ça et l'autre milieu. Bon, je ne sais pas si ce rapport-là est supérieur. Je ne sais pas si sur cette fraction-là, la vitesse de la lumière au numérateur ou du matin, mais je pourrais, par intuition, essayer de deviner. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je sais quand même que l'indice d'un milieu est au moins égal à 1. Donc, c'est supérieur ou égal à 1. Si c'est supérieur à 1, ok. Sachant que la vitesse de la lumière, c'est la vitesse la plus grande qu'on puisse trouver. Donc, la vitesse de la lumière, c'est la plus grande. Donc, en conclusion, quand tu as un rapport qui est supérieur à 1, forcément, le plus grand est au numérateur. Donc, en conclusion, l'indice d'un milieu, c'est égal à la célérité de la lumière divisé par la célérité de la lumière dans le vide divisé par la célérité de la lumière dans le milieu en question. Pourquoi? Parce que la célérité de la lumière dans le milieu en question sera un peu moins basse. Donc, du coup, le rapport sera supérieur à 1 parce que le numérateur est plus grand. C'est tout. Le lien ici, là. Alors, on dit que ça, ce que je viens d'écrire ici, c'est plutôt, oui, c'est exactement ça. Donc, ça correspond à l'indice du milieu, l'indice de réfraction de la lame-ci. C'est ça en question. Donc, la célérité de la lumière, comme notre petit c en physique, divisé par la célérité de la lumière dans la lame à face parallèle. Donc, en conclusion, ici, je vais écrire que c'est E sur E' fois N. Sachant maintenant que T était
donne 1. Vu qu'on a dit que c'est par rapport en même temps, on aura facilement E sur E prime fois N qui est égal à 1. Donc, qui va dire que E prime est égal à NE. Bon, qu'est-ce qu'on vient d'écrire? On vient d'écrire que la célérité, on vient d'écrire que la distance parcourue par la lumière dans le vide est égale à la distance est égale à l'indice de réfraction de la lampe en face parallèle fois son épaisseur. Tout ça se passant dans un même temps. Ok, maintenant qu'est-ce qui se passe ici là? On remarque tout le temps ici que le faisceau F1M s'est allongé d'une certaine distance qu'on va essayer d'établir. Bon, pourquoi ça s'est allongé? Parce que ici, la lumière étant refractée, ce rayon-ci n'est plus exactement comme vous le voyez là. Ça parcourt une certaine distance ici à l'intérieur qui correspond à E' moins E. Et E' moins E, c'est NE moins E. Donc ça va faire N moins 1 fois E. Ok, maintenant, on dit que la différence de marge, vu qu'on a rétabli la formule tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste aller dans la distance F1M et ajouter l'ajout de la distance parcourue là. Donc la différence de marge, ça sera quoi? Ça sera F de M. On sait que la différence de marge, c'est ça plus F2 plus F2M moins la distance parcourue ici. La distance parcourue ici, c'est F1 qui est égal à F2 qui se simplifie. Plus quoi? Plus F1M plus la distance, l'ajout de distance causé par la présence de la lame à face parallèle qui est N-1. Donc c'est F2 moins F1M plus l'ajout de la distance qui est quoi? Qui est N-1. Donc, conclusion, ça donne F de M moins F1M moins N-1 fois E. C'est tout. Et remarquez bien que ça là, c'est la différence de marge qu'on a calculé tout à l'heure. Et pour faire une différence, on va noter cette différence de marge ici, un delta prime. Et ça, c'était le delta de tout à l'heure. Moins N-1 E. C'est tout. Donc, conclusion. Et vu qu'on sait que ça là, c'est AX sur D, ça donne N-1 E. Ok, maintenant, la question que les professeurs la plupart du temps posent, c'est que dans quel sens ça doit décaler? Parce que le but de ce qu'on fait ici, c'est de décaler le système d'interfrange. Donc, le système d'interfrange peut décaler soit vers le haut, soit vers le bas. Donc, dans ce cas, pour déterminer dans quel sens a décalé le système d'interfrange, on n'a qu'à savoir où est passée la frange centrale. La frange centrale, c'est la frange à la position k égale à 0. Donc, on peut établir l'expression des franges centrales et maintenant voir à quelle position se situe dans cette frange centrale-là, ou ça n'importe quelle autre frange du système. Donc, par exemple, ici, on sait que dans le cas des franges brillantes, la différence de marge est égale à k lambda. Donc, la différence de marge est delta prime c'est égal à k lambda. Bon, la différence de marge, on a établi que c'était AX sur grand D moins N moins 1 U égale à k lambda. Bon, ce qui va nous intéresser ici, c'est seulement la position de la frange centrale, c'est tout. La frange centrale, c'est qu'on obtient la frange centrale pour k est égal à 0, ou pour mieux dire la nouvelle position. Donc, il remplace k par 0, ce qui a mis le membre de droite, et ici x, qui correspond exactement à x0 ici. Donc, le nouveau x0 va valoir n-1 e grand D moins 2 et petit a bien divisé. Bon, on sait que l'indice d'un milieu est plus grand que e. Donc, n-1 est positif, e est positif, d est positif, a est positif. Donc, en conclusion, ce rapport-ci est supérieur à 0. Donc, on a déduit que la frange centrale qui était ici en 0 est montée ici en x0. x0 qui est une valeur positive. Donc, on peut conclure que le système de frange a été décalé vers le haut. Mais dire décalé vers le haut n'a pas vraiment un grand sens. Pourquoi? Parce que ce chemin-ci est approximatif. Un autre enfant pourrait travailler avec une lame à face parallèle qui est par le bas. Donc, la meilleure façon de dire ça, c'est de dire que le système d'interfrange a été décalé vers le côté où on a interposé la lame à face parallèle. Ça serait la meilleure façon de dire ça. Là, ça résume un peu importe le sens où la face parallèle est déplacée. En disant ça, vous répondez totalement à la question de façon judicieuse. Ok, bon, c'est un peu comme ça qu'on va faire ça. On va maintenant étudier le deuxième cas des déplacements de franges. Maintenant, on va étudier ce qui peut aussi décaler le système de franges. Bon, par exemple, le système de frange aussi peut être déplacé lorsqu'on effectue un déplacement de la fente de source FC. Bon, ok.
si on déplace la fente sous F peut-être par le haut, on va remarquer que les distances F1 et F2 ne sont plus égales. Donc en conclusion, la différence de marche ici qui était de F à F2 plus de F2 à M moins de F à F1 plus de F1 à M. Or, tout à l'heure, on a simplifié les deux grandeurs ici parce qu'elles avaient la même valeur. Mais ici, elles n'ont plus la même valeur. Moins F, F1 plus F2M moins F1M. Ok, voici maintenant ce que ça donne. Bon, ensemble, on va un peu essayer de voir ce qui se passe. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, tout ce qu'on fait ici, ce sont les formules de classe du troisième. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici. On a déplacé la fente de source de combien vers le haut? D'une distance Y. Ok, c'est bon. La distance entre le plan passant par la fente de source ici et le plan passant par les sources secondaires, on va appeler ça grand D'. La distance entre le plan passant par les sources secondaires et l'écran, comme d'habitude, c'est grand D. Ok, maintenant ici, la distance, ces deux distances ici valent chacune A sur 2. Et ça est toujours une position X. Bon, qu'est-ce qui se passe? Observez très bien. Tout à l'heure, pour calculer, faisons comme si ça n'existait pas. Tout à l'heure, pour calculer la différence et les deux distances ici, on s'est rendu compte que en définissant le repère ici, l'origine c'est toujours O, et ça c'est I, l'axe des abscisses, ça c'est J, l'axe des ordonnées. Ok, si vous observez bien, on peut facilement donner les coordonnées du petit F6 dans ce repère ici, on peut facilement donner les coordonnées. On a donné les coordonnées de F1. Bon, ensemble, vous allez un peu m'aider à donner les coordonnées du petit F. Bon, F par exemple, ce F6, c'est coordonnées en abscisse, c'est situé à une distance moins grand D moins petit d. Parce que de haut ici, on parcourt tout ça. Donc, c'est moins grand D moins petit d prime. Si on peut voir ça comme ça. Maintenant, en ordonnée, ici, là, c'est monté de Y. Si vous travaillez comme ça, vous trouvez tout ce qu'il faut trouver. Donc, vous allez avoir trouvé la distance ici, la distance ici. Mais autre chose, vous pouvez encore, dans le cas particulier d'étudier seulement cet endroit-ci, vous pouvez changer la position du repère ici. Par contre, vous remarquez que le D ici est sagittaire, alors que ce n'est pas nécessaire. Donc, on pourrait définir le repère OIJ plutôt ici. OIJ. Vous pouvez même orienter votre J ici si ça vous plaît. Pourquoi? Parce qu'on définit un repère pour pouvoir calculer les distances, c'est tout. La position du repère n'a pas une grande importance. Tant que tu écris ce qui doit être écrit, tu vas trouver. Donc, dans ce nouveau repère ici, si on considère que ce repère ici n'est pas, c'est pas nécessaire de l'utiliser vu que son manque à distance grand D, la position de F, ça sera simplement moins grand D', c'est tout. Et vous redéfinissez les coordonnées F1 et F2 dans ce repère ici. Les coordonnées de F1 par exemple, les coordonnées de F1 en abscisse, ça sera 0 et en ordonnée, ça sera A sur 2. De F1, de F2 en abscisse, ça sera 0, en ordonnée, ça sera moins A sur 2. Donc, il faut être prudent. Quand on déplace le repère, les coordonnées de chaque point changent. Donc, c'est ça qui se passe. Bon, ici, on établit, donc ça n'existe plus, on considère que ça n'existe plus. On établit la différence entre F2, M moins F1, M comme étant égal à ça. Tout à l'heure, ça était la différence qui valait AX sur D. En refaisant exactement la même chose. Pas la même chose, mais en suivant exactement la même logique, on va observer qu'ici, là, ça sera toujours A. A correspond toujours à la distance entre les deux sources secondaires. A. Le X6, c'était quoi? C'était la distance entre le point M et l'origine. Ici, là, ça correspond à quoi? À Y. Y divisé par D, c'était quoi? C'est la distance entre le plan passant par les sources secondaires et l'écran. Ici, là, la distance va correspondre à ça, qui correspond exactement à D'. Donc, en additionnant ça et ça, on trouve la nouvelle position, la nouvelle valeur de la différence de marche, c'est tout. Maintenant, le but ici, là, c'est pas vraiment de calculer la différence de marche, c'est que là, c'est troisième. C'est les calculs qu'on fait, c'est le calcul du troisième. Le but ici, c'est de savoir dans quel sens a été décalé le système d'indifference. Bon, pour le savoir, ici, là, on va venir ici. Il faut calculer la nouvelle position de la frange centrale. Bon, pour établir la différence de marche, on sait que pour les franges bouillantes, la différence de marche, c'est K lambda.
équivaut à dire AY sur D prime plus AX sur D égale à tal lambda. Maintenant, pour la frange brillante, brillante centrale, il suffit juste de prendre K égale à 0. Donc, on aura AY sur D prime plus AX0 qui correspond à la position, à la nouvelle position dans la frange centrale brillante sur D qui est égal à 0. Ok. Donc, on a qu'à tirer X0. Donc, X0, en simplifiant les A, en faisant partie de ça, ça veut dire moins grand D sur grand D prime Y. Et on observe facilement que cette distance ici est négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la frange centrale qui était ici a décalé vers le côté négatif. Donc, voici la nouvelle position de la frange centrale ici. Comment est-ce qu'on interprète ça? Comment est-ce qu'on conclut? On conclut que le système d'interfrange a été décalé vers le sens opposé à celui auquel on a décalé la forme de source. C'est exactement ça qu'il faut conclure en classe. Il ne faut pas dire que le système de frange est allé vers le bas. Ce n'est pas très judicieux. Mais en disant que ça allait dans le sens contraire de celui par lequel on a décalé la forme des sources, là, vous donnez une proposition qui est juste. Donc, c'est ça la conclusion. Donc, on conclut ici que le système d'interfrange a été décalé vers le sens opposé à celui par lequel on a déplacé la forme de source. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le chapitre? Dans le chapitre, je vous conseille, en fait, dans la plupart des chapitres de physique, je vous conseille grandement de maîtriser d'abord le cours. Et le cours de terminale, c'est dans la plupart des chapitres, n'a pas une grande différence avec un niveau de classe seconde ici. Ça n'a pas une grande différence. Et notez bien que depuis le début, on interprète que les types de classe primaire, on utilise les formules de classe troisième, les petites interprétations de classe seconde. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il faut maîtriser le cours. Pendant la plupart des exercices, en classe et terminale, c'est d'abord le cours qui compte, surtout dans ce type de chapitre ici. Donc si vous maîtrisez le cours et ces différents contours, vous n'aurez pas de problème. Maintenant, la plupart des exercices particuliers, je vous conseille de lire le document de terminale, c'est de la collection de principes qui est extrêmement bien écrit. Que ce soit au niveau du cours, des applications ou des exercices choisis, vous avez des situations de problème et des compétences, donc c'est extrêmement bien fait. Donc je vous conseille fortement de le lire. Vous allez de l'acheter soit en ligne à travers ce numéro, soit en vous approchant d'une librairie, particulièrement la librairie La Courtoise, près du collège qui est l'un des meilleurs collèges au pays. Beaucoup de courage à vous les amis.